Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle salle du conseil municipal. Voilà. On l'inaugure, le conseil municipal, tous les élus inaugurent cette salle. Donc, je déclare ouverte notre réunion du conseil municipal. Donc, secrétaire de séance, qui c'est qui veut toujours rouler? Josiane? 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 Bon, merci. Merci, Josiane. Donc, nous allons passer à la lecture des pouvoirs. Alors, Madame Marot donne donne pouvoir à Madame Moreto Céline. Monsieur Frances, qui est au conseil communautaire, qui n'a pas pu revenir. Moi, j'étais avec lui, mais c'est très long aujourd'hui. Donc, il me donne le pouvoir. Monsieur Dilangu, Paul donne le pouvoir à Gérard Massat. Madame Boulin-Céline donne le pouvoir à Monsieur Courreau. Marianne Mikhailov donne le pouvoir à Monsieur Frédéric Sol. Et Monsieur Bosque Mathieu donne le pouvoir à Monsieur Espi Bruno. Isabelle. Donc nous allons passer au premier point, donc approbation du compte rendu du conseil municipal. Y a-t-il des questions par rapport à ce compte rendu? Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Décision prise par délégation. Alors en date du 22 février 2018, prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'une concession de gestion des crèches, demande de subvention auprès du conseil départemental pour la rénovation du groupe scolaire de Pressac. En date du 12 mars 2018, réfection des toitures tuiles du groupe scolaire de Pressac et du centre de loisirs, marché de fourniture de quincaillerie. En date du 15 mars 2018, marché de fourniture, hygiène et sécurité. Et en date du 3 avril 2018, marché de fourniture pour véhicules. Donc, il n'y a pas de vote. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc, administration générale, affaire 1, rapport annuel de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées, exercice 2017. Et je donne la parole à Monsieur Courreau. Bon, donc, comme chaque année, nous sommes appelés à prendre acte et à voter le rapport annuel de la commission d'accessibilité. C'est le Code général des collectivités, comme vous l'avez vu dans le rapport, qui nous fait cette obligation. Alors, je rappelle simplement qu'en début de mandature, on a voté un agenda d'accessibilité programmé et que ce rapport rentre complètement dans cette programmation dont nous devrons constater et faire la conclusion en fin de mandature. Alors, je rappelle aussi que ce rapport a été vu et adopté par la commission d'accessibilité lors de sa dernière réunion en début de mois. Le 4, je crois. Alors, bon, je ne vais pas passer en revue tout ce que vous avez déjà écrit dans le rapport. Je vais simplement rappeler quelques points importants. D'une part, rappeler que seuls les établissements communaux recevant du public nous concernent, hein, à savoir que les problèmes de voirie d'espace public, bon, relève de la compétence déléguée à Toulouse Métropole, ainsi que les transports collectifs qui sont délégués à Tisséo. Alors, vous verrez aussi que la commission s'est réunie 2 fois en 2017 et que dans les principaux, pour ne pas dire tous les travaux réalisés donc, en 2017, qui rentrent, donc je rappelle, dans notre agenda, les travaux à l'ALS H à Neufranc, il s'agissait de la main courante, hein,
l'école de Prestac, les sanitaires, et c'est pas un mince boulot. Et ensuite, le point important, c'était la pose d'un ascenseur. À l'hôtel de ville, alors l'hôtel de ville, là, ça devra, bon, pour le moment, on continue, enfin, ça nécessite, disons, des études supplémentaires parce que c'est un gros chantier. Il s'agit de refaire tout l'accueil. Alors l'accueil, il s'agit de l'agrandir, donc ça va nécessiter de la suppression d'un bureau, refaire la banque, etc. Et chaque fois, comme c'est le cas dans d'autres travaux, qu'on avance dans la programmation, dans les petits travaux, on s'aperçoit que soit des problèmes d'étanchéité, soit des problèmes d'électricité, soit des problèmes, enfin tout ce qui est relié à la sécurité, ça nécessite d'autres études techniques, donc il faut stopper ça pour, voilà. Mais bon, j'espère qu'à la fin de la mandature, on sera au point là-dessus. Voilà. Marcel Langer, bon, encore les sanitaires. Saint-Jean-Centre, c'est le problème des portes. Hein, donc il fallait élargir, permettre l'accès aux personnes handicapées de pouvoir passer avec notamment des fauteuils roulants. Et la CPAM, et je rappelle que la CPAM est un bâtiment public. Et là, nous avons réalisé la rampe d'accès. Bon, pour terminer, bon, je dirais simplement que ça, ce sont les gros travaux, mais que dans le cadre de travaux courants de l'équipe, des équipes techniques, chaque fois qu'on le peut, on améliore aussi l'accessibilité sans que ce soit inclus dans des décisions programmées par avant. Voilà. Voilà donc ce que je voudrais rappeler en ce qui concerne l'essentiel. Après tout le reste, ben, vous verrez tous les détails, notamment sur la commune, nouveaux logements, etc., etc. Voilà. Merci Claude. Y a-t-il des questions par rapport à ce rapport? Pas de questions. Donc nous allons passer à l'affaire numéro 2, désignation d'un suppléant au syndicat mixte Haute-Garonne Environnement. Monsieur Bapt. Alors, vous savez que nous sommes adhérents de ce syndicat qui unit des communes, des collectivités et le département. Et nous avions un représentant, comme indiqué dans les statuts, M. Michel Frances. Et puis les statuts ayant changé, il faut désigner un suppléant. Je vous propose que ce soit une suppléante, qui est notre déléguée à l'environnement, Josiane Latapi. Donc, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des abstentions? 4 abstentions. 5 abstentions. Alors, Monsieur Durandet, Madame Mikhailov, Madame Flores, Madame Leflat et Monsieur Sol. Donc, c'est approuvé à la majorité avec 5 abstentions. Je vous remercie. Affaire numéro 3. Répartition de l'actif et du passif du STITPA. Madame Bru, Patricia. Alors, le SITPA, qui est le syndicat intercommunal pour le transport des personnes âgées, fait l'objet d'une procédure de dissolution dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale. Donc, conformément à la loi NOTRe, un arrêté préfectoral a prononcé la fin de l'exercice des compétences du SITPA avec effet au 31 août 2017. Depuis cette date, le syndicat a subsisté pour les seuls besoins de sa liquidation. Cette liquidation prévoit notamment la répartition de l'actif et du passif du syndicat au vu de son dernier compte administratif. La balance de trésorerie du 19 septembre 2017 fait apparaître un excédent de 76 615,94 €.
Il convient par ailleurs de rappeler que le SITPA ne possède pas de personnel territorial, ne possède aucun bien meuble ou immeuble acquis ou mis à disposition par les communes membres et n'a pas d'emprunt en cours. Donc, au vu de ces éléments, il apparaît que seul l'excédent de trésorerie sus-évoqué doit faire l'objet d'une répartition. À cet effet, il convient de rappeler qu'au terme d'une convention d'assistance conclue le 27 mars 1995 avec le SITPA et complétée par une convention signée le 9 janvier 1996 et modifiée de l'avenant du 28 mai 2003, le département de la Haute-Garonne a mis à la disposition du syndicat un ensemble de moyens financiers, matériels et en personnel pour l'exercice de ses compétences statutaires. Il avait été dit que, dans le cas de résiliation de la convention ou dissolution du syndicat intercommunal de transport de personnes âgées, l'excédent des recettes sur les dépenses serait reversé au Conseil général au moment de la clôture des comptes. Il est donc proposé de faire également application de cet article et de délibérer de manière concordante avec le SITPA, à savoir de reverser intégralement au Conseil départemental de la Haute-Garonne l'excédent du SITPA dont le montant s'élève au 19 septembre 2017 à 76 615,94 € et d'autoriser Madame le maire à engager les démarches nécessaires à l'exécution de cette délibération. Une des questions? Donc, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point 4, finances. Affaire numéro 4, affectation des résultats 2017. Je donne la parole à M. Espy Bruno. Donc, si vous voulez bien, je vais vous proposer de traiter l'affaire numéro 4 et 5 après la présentation du budget, parce que nous retrouverons ces éléments dans la présentation du budget. Donc, je crois que ça sera au niveau chronologie un petit peu mieux. Donc, au niveau du budget, je vais d'abord vous rappeler, pour information, vous redonner 3 chiffres qui me paraissent importants et qui situent Saint-Jean par rapport aux communes de même strate en France. Et ça, je crois qu'il est important de vous le rappeler. Au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, il est fait donc un calcul par rapport à un habitant. Les dépenses réelles de fonctionnement sur la commune sont pour un habitant de 869,13 € par an. La moyenne nationale est de 1 135 €. Donc, il y a un différentiel de près de 300 € de plus sur la moyenne nationale. Donc, ce qui veut dire que nos dépenses de fonctionnement sont moins importantes que celles qu'on retrouve dans beaucoup de villes de notre même strate. Au niveau des produits des impositions directes, donc là aussi, la moyenne nationale est à 567 €, alors que nous ne sommes à Saint-Jean qu'à 316 €. Donc il y a 250 € de différence, ce qui veut dire qu'un Saint-Jeanais paye par rapport aux villes de la même strate 250 € de moins par an que la moyenne nationale. Et au niveau de l'encours de la dette, donc pour Saint-Jean, chaque Saint-Jeanais a une part de 0,02% de la dette. La moyenne nationale est à 0,72. Donc ceci, pour vous indiquer quand même le choix qui est fait sur la commune et le choix qui est fait au niveau de dépenses de fonctionnement, de nos recettes, où nous sommes bien en dessous de la moyenne nationale, et ne parlons pas de l'encours de la dette, qui est donc totalement inexistant. Donc ça, c'était un petit rappel que je voulais faire, mais qui est important et qui nous permet un peu de pouvoir peut-être prendre du recul et analyser différemment le budget que que M. Verleroux va vous présenter, mais dont je vais vous parler des principales lignes. Alors, il y a une erreur, il faudrait le signaler peut-être au début. comment? Je vais après. Oui, Au niveau du chiffre. ouais, il nous manque. Donc, au niveau du budget 2018, je vous propose donc de commencer par le budget prévisionnel de fonctionnement. Donc, pour ce budget-là, vous voyez que nous avons un équilibre à 11 038 528,25 €. 9 805 974 € de recettes réelles de fonctionnement sont prévues. Alors, vous les avez, je ne vais peut-être pas toutes les redonner. Vous voyez que la plus grosse partie, c'est les 3,6 millions donc de contributions directes.
3 millions d'attributions de compensation versées par Toulouse Métropole et une partie importante, 500 000 euros de taxes additionnelles. On en a parlé. Ça, c'est quelque chose que nous ne maîtrisons pas, mais qui nous est favorable, qui est favorable à la commune depuis 2 ou 3 ans, puisque nous avions, il y a quelques années, 350 000 euros. Maintenant, nous sommes à 560 000. Et c'est un levier que nous avons où on peut, si ça continue comme ça, toujours espérer avoir 50 ou 60 000 euros de plus. Ensuite, il y a 1 711 900 de dotation et participation. Donc, l'évaluation de la dotation forfaitaire, 770 000 euros. Nous avons perdu, donc, normalement, nous aurions dû perdre 45 000 euros. Donc, 15 000 euros ont été compensés par l'augmentation de la population. Nous avons perdu ces 45 000 euros, on en a parlé en commission des finances, parce que, donc, le taux d'imposition au niveau des impôts revenus de la population est élevé par rapport à la moyenne nationale, donc ce qui nous pénalise au niveau de la dotation globale de fonctionnement. 136 000 euros de compensation fiscale et 750 000 euros 500 de participation, notamment de la CAF. Ensuite, vous avez 659 700 les produits et services, dont les prestations périscolaires et extrascolaires, bien sûr, qui concernent, qui représentent cette somme non négligeable, mais parallèlement, il y a des dépenses afférentes à ces recettes. Et il y a 22 500 euros d'atténuation de charges de personnel et remboursement d'indemnités, et il y a 69 000 euros des autres produits de gestion courante. Les recettes réelles sont complétées par 426,44 euros de recettes d'ordre et par 1 232 128 81 euros d'affectation du résultat 2017. En ce qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement, donc, nous avons réussi à avoir une petite baisse qui est de l'ordre de 0,10%, qui n'est pas énorme, mais pour deux principales raisons. La première, sur le chapitre 011, dépenses à caractère général, nous avions réussi en 2017 à faire des économies considérables sur ce chapitre, mais nous avons vu que, par contre, 2018, il y a des demandes supplémentaires qui sont justifiées parce qu'il faut que les services puissent vivre, il faut que les ateliers municipaux, entre autres, puissent remplir leur mission, il faut que le scolaire et le périscolaire puissent donc également remplir ces missions, et nous avons en plus donc l'entretien des granges qui va représenter une somme de l'ordre de 50 000 euros sur l'année à prendre en compte. Nous avons également un chapitre qui a un petit peu augmenté, c'est le chapitre qui concerne les charges de gestion courante, où là, nous avons un budget supplémentaire au niveau du SDEG non négligeable, qui est de l'ordre de près de 100 000 euros, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, nous avons été obligés de rajouter par rapport à l'enveloppe que nous avons habituellement chaque année, dû aux différents travaux qui sont réalisés, en particulier, je crois, rue des Roses, etc. Jérôme Massat vous le précisera. Ensuite, donc, la commune doit faire face pour la 3e année consécutive au fonds de péréquation intercommunale des ressources, qui, là, donc, nous estimons un montant de 100 000 euros de dépenses, alors que nous étions de mémoire à 91 000 euros sur 2017. Les charges financières, donc vous voyez que les intérêts des emprunts en cours sont limités. Et ceci pour vous dire que nous allons arriver, si tout va bien, à une épargne nette qui serait de l'ordre de 400 000 euros. Voilà. Donc, tout ceci, bien sûr, en maintenant tous les services qu'il y a actuellement sur la commune et même en essayant de les développer quand c'est possible. Et on le voit avec les granges, donc c'est une évolution supplémentaire puisqu'il y a des services nouveaux et donc une structure superbe donc, à faire fonctionner. Voilà donc très rapidement pour le fonctionnement. L'investissement, donc, vous avez alors les restes à réaliser 1 346 122 donc pour l'année 2017 avec en grosse partie les granges. Et ensuite, donc, vous voyez les nouveaux investissements qui sont prévus. Alors, avec 3 pôles importants, les travaux de réfection de l'école de Pressac pour plus de 300 000 euros. Vous avez ensuite, pour 138 000 euros, le renouvellement de matériel des services municipaux, non négligeable. Réfection de l'hôtel de ville pour 125 000 euros. Et le poste informatique, 140 000 euros. Mais il y a dans l'informatique, notamment donc, la téléphonie, qui représente, je crois, 70 000 euros. Un petit peu plus. Bon. Voilà donc les principaux postes au niveau de l'investissement.
Donc, ces investissements seront financés par, vous le voyez, 280 000 € 35 de reste à réaliser en recettes, du FCTVA qui est près de 400 000 €, dû en particulier, bien sûr, principalement au chantier des Granges, où nous récupérons la TVA. Ensuite, 430 000 € de subventions pour le projet dans les Granges et vidéoprotection, et un virement de 1 115 988,91 € de la section de fonctionnement. Et donc, l'excédent d'investissement reporté de montant de 3 210 652,47, c'est ce que nous avions lors du compte administratif. Donc, l'équilibre général du budget primitif 2018 sur la commune sera de 17 132 773,18 €. Et M. Berlureau va rentrer un petit peu plus dans les détails sur certains points, mais vous n'avez plus grand-chose à dire. J'ai été trop bavard. Merci, M. Espic. Avant de vous laisser la parole, si vous autorisez, je voudrais faire juste une remarque sur le support et donner moi-même un chiffre, parce que M. Espic nous a donné des éléments d'astrat. Alors, sur le support, il y a 2 coquilles. Je ne sais pas si vous avez vu, au début de l'affaire numéro 6, le budget primitif, vous avez marqué que le débat d'orientation budgétaire a eu lieu le 27 février. Or, réellement, il a eu lieu le 26. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faut transmettre ça à la préfecture avec cette coquille. Et deuxième coquille, en haut. 26. Voilà. Et en bas, cette fois, de la même page, en bas, vous indiquez le premier poste de dépense. Les charges de personnel ont été fixées à 675 000 €. Je suis ravi. C'est ce que je viens de lui dire, mais il n'y a pas... 600 000 €, on signerait de suite. Voilà, non mais enfin, plaisanterie mise à part, il y a une, 6 millions de... voilà, il y a une grosse coquille qu'il faut absolument corriger. Ça, c'était pour le... Voilà. J'étais en train de lui dire, mais il a... Voilà. Après, on va le voir sur le tableau. C'est pour ça, vous avez vu, je ne me suis pas attardé sur la masse salariale. J'ai vu. Mais qui baisse, qui diminue, de 0,56% si les données sont exactes. Et sachez pour votre information, votre information, Toulouse Métropole, qui a les mêmes problèmes que nous, malheureusement, enfin je dis malheureusement parce que nous sommes tous concernés, part sur une augmentation de 4%, et à ce jour, ils ne savent pas comment ils vont pouvoir faire pour arriver à l'augmentation maximale des frais de fonctionnement qui doivent être... 1,35. Qui est 1,35, voilà. Voilà. Et donc, il faut qu'ils fassent un effort considérable pour diminuer cette masse salariale. Et bien sûr, ils connaissent les mêmes problèmes parce qu'il y a des services à fournir et il y a du personnel qui est en place. Et donc, voilà, ils sont à ce jour sur une base de 4%. Donc, ils ne savent pas où ils vont... Il faut qu'ils trouvent des économies. Merci en tous les cas pour ces remarques, c'est vrai. Alors, comme il y avait 600 000, je n'en ai pas parlé. Voilà. Et juste comme vous avez donné Je propose que le conseil municipal donne une mission à M. Durandet auprès de Toulouse Métropole pour s'occuper des finances et de la masse salariale. Alors, il va falloir choisir entre les représentants de Saint-Jean qui sont actuellement nommés et les nouveaux. Alors, mais là, je vous laisse, la majorité décidera. On va demander un suppléant. Tout à l'heure, M. Espic a donné 2 éléments de chiffres, 2 ou 3 chiffres qui permettent de situer la commune de Saint-Jean au niveau de la moyenne nationale. Ils sont vrais, dont acte. Bon, après, il faut comparer les communes qui sont en collectivité, pardon, dans des métropoles ou l'équivalent ou pas. Et je vous donne, moi, un dernier chiffre qui est également un chiffre factuel que vous avez déjà utilisé, M. Espic, c'est que concernant les dépenses, la masse salariale par rapport aux dépenses de fonctionnement, nous sommes actuellement à Saint-Jean, enfin en 2017, à 65 et des poussières, 65% du budget de fonctionnement, alors que la moyenne de la strate, vous avez dit, est à 58. Donc, Monsieur Durandet, vous avez largement au-dessus de la moyenne nationale. Vous avez l'amabilité de nous le rappeler chaque fois. Alors, et chaque fois, je vous fais la même réponse. Sachez que, comparons ce qui est comparable, comme nous avons en interne tout le périscolaire, scolaire et périscolaire, donc bien sûr que notre masse salariale représente un pourcentage plus important que les communes qui n'ont pas ce poste-là en interne. Vous le savez que si nous l'avions confié à des associations, ce ne serait pas sur cette ligne-là. Et ce poste représente un petit peu plus de 1 million d'euros. D'accord? Donc, si on sort 1 million d'euros, on sera même en dessous de la moyenne nationale. On est bien d'accord? C'était pour vous donner un complément. Mais vous avez un autre éclairage à vos chiffres. Voilà, je l'avais devant les yeux, mais là aussi, j'ai préféré éviter parce que je savais qu'on allait avoir le même type d'échange. Monsieur Berlureau.
Merci Monsieur Espic. Donc je vais m'attacher essentiellement à présenter les grands équilibres du budget prévisionnel et notamment les écritures de section à section. Monsieur Espic vous a donné le détail de chacune des lignes et puis s'il y a quelques points, on les fera. Le budget, c'est aussi 3 morceaux, ce qui correspondent aux 3 délibérations qui sont inscrites à l'ordre du jour. C'est l'affectation du résultat du compte administratif 2017, c'est le vote des taux de fiscalité qui permettent de déterminer les recettes fiscales prévisionnelles de la commune. Et enfin, c'est la répartition des crédits section par section et les grands équilibres. Donc un rappel rapide sur le compte administratif 2017 pour vous dire que vous aviez constaté à l'occasion du vote du compte administratif un excédent de fonctionnement de 1 232 128,81 € et un excédent d'investissement de 3 210 652,47 €. Je vous rappelle que sur l'affectation du résultat, il y a plusieurs possibilités. Le résultat de fonctionnement peut être affecté soit en recette de fonctionnement, puisqu'il s'agit d'un excédent, soit en recette d'investissement, tout ou partie. On pourrait faire du 50-50 ou du 25-30-75, alors que l'excédent d'investissement, lui, ne peut être reporté qu'en recette d'investissement. Donc c'est une première décision qu'il y a à prendre et qui permettent d'écrire l'écriture du budget prévisionnel 2018. Au niveau des prévisions, la seconde est le vote des taux de fiscalité. Alors vous le voyez, les bases prévisionnelles 2018 qui nous ont été notifiées le 30 mars prévoit une augmentation de la base de taxe d'habitation de 2,56%, une augmentation de la base du taxe foncier bâti de 2,39% et une diminution de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 1,58%. Donc à taux constant, le produit fiscal va représenter une augmentation d'environ 85 947 € pour un produit de 3 610 259 €. Alors c'est un produit prévisionnel évidemment, puisque vous le savez, les bases sont calculées dès le mois de décembre, janvier. Nous en constatons la réalité qu'au mois de novembre. À ce sujet, les services fiscaux nous ont écrit pour dire, enfin pas qu'à nous et à toutes les communes, qu'ils pensaient être sur une sous-estimation des bases de taxes d'habitation au regard du mécanisme qui est de la fin d'exonération de la demi-part des veufs et des veuves. Vous savez, on en parle depuis maintenant 3 ans de cette suppression, sauf que la sortie de l'exonération devait se fait petit à petit, alors qu'au début, ils avaient prévu de la faire en une seule fois. Donc les services fiscaux ne sont pas en capacité aujourd'hui de savoir précisément comment la fin de l'exonération petit à petit va être prise en compte. Donc ils nous préviennent en disant peut-être qu'on a sous-estimé vos bases. On le saura au mois de novembre. Donc on se reverra à ce moment-là. Donc le produit à taux constant augmente de presque 86 000 €. Ce qui nous permet donc derrière de travailler sur les recettes prévisionnelles. Donc M. Espic vous en a dit le plus grand des détails. Au niveau des recettes réelles, si on se compare de budget à budget, on est sur une augmentation de 1,3% de ces recettes réelles. Par contre, par rapport au compte administratif, on est environ à 0% parce que les recettes qu'on a pu constater au compte administratif 2017 étaient supérieures à celles du budget. Alors vous le voyez, nos recettes évoluent de manière très disparate entre des produits de services qui augmentent, mais des dotations qui baissent. Monsieur Espic vous l'a dit, sur la dotation forfaitaire, on est à 36 000 € de moins que ce que nous avions perçu l'année dernière. Les recettes réelles là sont comparées en ne prenant pas en compte le produit exceptionnel de l'année dernière de 1 510 000 € lié à une vente, à une cession de terrain et à des ventes de matériel. Évidemment, ce sont des produits exceptionnels qui ne rentrent pas en compte qu'on ne prend pas en compte pour comparer les recettes réelles. Sinon, elles seraient en baisse de 1 500 000 €, évidemment. Ça, vous l'avez vu. Au niveau des dépenses, les dépenses réelles, si on les compare de budget à budget, elles sont, elles, en baisse de 1,3%.
On est un petit peu inférieur aux dépenses constatées au CA 2017, essentiellement parce qu'on a aussi perdu, et on ne paye pas cette année, la pénalité pour l'absence de logements sociaux. On a une exonération des 130 000 € cette année, puisque, vous vous en rappelez, en 2016, la commune avait revendu un terrain avec une moins-value chemin Belbès pour une opération de logements sociaux, et donc cette moins-value est constatée par les services de l'État, et donc ça nous permet de déduire la pénalité, de ce montant de la pénalité loi SRU. On aura un boni pour l'année prochaine également, puisque la moins-value était de 200 000 €, alors que la pénalité était calculée à environ 130 000 €. Donc l'année prochaine, on aura une exonération de ce qui reste. Ça, vous l'avez vu. Donc l'équilibre de la section de fonctionnement, comme vous l'a dit Monsieur Espic, il est proposé d'affecter le solde, l'excédent de fonctionnement aux recettes de fonctionnement, les 1 232 128,81, ce qui nous permet non seulement de prévoir 150 000 € de dépenses imprévues sur la section de fonctionnement si on devait faire face à des besoins non prévus à ce jour, et de prévoir une écriture d'ordre budgétaire, un virement de section de fonctionnement vers la section d'investissement de 1 151 988,91. Comme vous l'a dit Monsieur Espic, on a une évolution importante au niveau de l'épargne, puisque au BP 2017, on avait constaté une épargne brute de 175 178 €. Au compte administratif, elle était de 409 449,46, et on est quasiment sur le même montant d'épargne brute au niveau des prévisions du budget 2018. Donc on a quand même entre le BP 2017 et le BP 2018, entre le CA 2017 et le BP 2018, une évolution de presque 10% de l'épargne brute pour la collectivité, ce qui nous permet d'améliorer le financement de nos investissements. Alors la liste des investissements, Monsieur Espic vous l'a donné. Les opérations nouvelles et les opérations avec les restes à réaliser se montent à 2 852 900,57. Effectivement, c'est en baisse par rapport à l'année dernière, mais je vous rappelle que l'année dernière, dans les investissements, la plus grosse part était liée aux travaux des granges. Aujourd'hui, il nous reste la fin des travaux à payer, travaux qui se sont finis il y a 3 semaines, 1 mois à peu près. Donc le temps d'avoir toute la facturation, ça va nous prendre au moins toute l'année. Au niveau des dépenses totales de fonctionnement, donc elles sont au BP 2018 d'investissement, 1 973 070,46, auquel il faut rajouter 1 346 122,20 de reste à réaliser. Vous voyez qu'au niveau des dépenses d'investissement, nous prévoyons également une enveloppe de 170 000 € de dépenses imprévues si nous devions faire face, là encore, à des événements non prévisibles à ce jour. Au niveau des recettes, donc, dans un premier temps, il est proposé d'affecter l'excédent d'investissement de 3 210 652,47. Vous constaterez le virement de la section de fonctionnement. Je le rappelle, c'est une écriture d'ordre qui nous permet de faire ce virement de 1 151 988,91. Vous constaterez également qu'aucun emprunt nouveau n'est prévu sur cet exercice budgétaire. Et donc des recettes globales qui se portent à 5 814 208,84. Si vous faites la différence entre les recettes prévisionnelles et les dépenses prévisionnelles, il y a un excédent d'investissement de 2 775 051,27. C'est pourquoi, comme l'année dernière, nous proposons d'inscrire ces 2 775 000 € dans l'opération 2015-005 qui s'appelle acquisition de terrain, qui permettrait de faire face rapidement si une occasion d'acquisition venait à sortir en 2018. Donc, ce qui permet l'équilibre de la section de fonctionnement d'investissement, je vais y arriver, suivant, des recettes pour 5 814 208,84, des dépenses nouvelles pour 4 748 121,73, ce qui fait un delta de 1 066 087,11, ce qui correspond à la différence entre les dépenses restantes à réaliser et les recettes restantes à réaliser constatées au compte administratif 2017.
je vais y arriver. Donc l'équilibre général du budget prévisionnel 2018 s'écrit comme ça, et vous la retrouvez dans les documents, avec une section de fonctionnement qui s'équilibre à 11 038 529,25, une section d'investissement qui s'équilibre à 6 94 243,93 pour un budget global équilibré à 17 132 773,18 euros. Une précision, si vous permettez. Au niveau de l'excédent de l'investissement que nous reportons donc, sur la ligne achat de terrain, je vous rappelle qu'en 2017, cette ligne était de l'ordre de 2 millions, à peine un petit peu plus de 2 millions, alors que cette année, on dépasse les 2,7 millions. Donc, ce qui fait que notre réserve a quand même augmenté d'à peu près 35% par rapport à celle que nous avions l'an passé. Dans le détail des dépenses, à la ligne cimetière, il y a 38 500 euros. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si là-dedans, il y a la mise en conformité du jardin du souvenir? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui va se faire? J'espère que chacun d'entre nous ici sait ce qu'est le jardin du souvenir. Voilà. Parce que malheureusement, nous avons des travaux qui sont prévus sur le jardin du souvenir pour le clôturer éventuellement et l'amener à un moment comment dirais-je, d'invasion par le public assez raisonnable, parce qu'actuellement il est ouvert à tous les vents et ça pose quelques problèmes, donc on a envisagé de faire quelque chose là-dessus. Voilà, mais c'est en prévision seulement. Hein. Voilà. Et il y a aussi, ah oui, j'oubliais, nous sommes obligés d'ajouter des cases de columbarium qui sont complètement pleines. Donc on est obligé d'ajouter deux modules de columbarium en plus de tout ça. C'est bon? Oui. Merci. Nous voulons donc, nous on n'a pas de directeur général des services, comme vous le savez. Donc on fait avec nos moyens. Merci en tout cas pour cette présentation du budget prévisionnel 2018. Nous apportons donc nos remarques sur ce budget, nos remarques globales avec quelques points de détail qui sont mis en avant pour mieux comprendre. Ce budget est construit en équilibre comme la loi l'oblige. Il est construit malheureusement sur des concepts et des choix politiques qui prévalent maintenant depuis plusieurs années et issus de la situation d'avant la crise de 2008. Vu les impacts de celle-ci, les dotations de l'État ont fortement diminué et du coup, ce modèle de constitution de budget est en fin de vie. De plus, l'État semble vouloir encadrer plus sérieusement les budgets des communes, car il est vrai, certaines ont largement dérapé et ont fait payer l'addition à leurs habitants. Dernier exemple de la reprise en main de l'État, la suppression de la gestion par la commune de la taxe d'habitation en 3 ans, avec son remplacement par une dotation. Autre exemple, l'encadrement de la hausse du budget de fonctionnement. Alors, j'ai le chiffre de 1,2, j'ai entendu 1,35. Vous savez donc effectivement la loi prévoit 1,2, mais avec une possibilité, selon les négociations entre l'État et les collectivités, de bonus ou de malus de 0,15 en fonction d'un certain nombre de critères, notamment d'évolution démographique. Donc Toulouse Métropole a effectivement eu la réunion de négociation avec l'État il y a 10 jours maintenant. Et donc ils se sont arrêtés au regard de l'évolution démographique de Toulouse Métropole, qui est inéluctable. L'État a consenti un bonus de 0,15% sur l'évolution des dépenses de fonctionnement. Donc la contractualisation qui a été normalement votée, ou en tout cas qui était présentée au Conseil métropolitain aujourd'hui, était à 1,35%. Donc effectivement, donc l'encadrement, autre exemple de la reprise en main de la gestion budgétaire des communes par l'État, c'est l'encadrement de la hausse du budget de fonctionnement qui est à 1,35 pour Toulouse Métropole, 1,2 pour les autres. Dans ces conditions, ce budget ne nous semble plus adapté à la situation actuelle. Ceci étant,
nous notons quand même quelques avancées dans la proposition de la majorité, avancées issues pour partie de nos remarques depuis le début de ce mandat. Par exemple, l'audit de fonctionnement des services municipaux et le lancement d'actions d'amélioration, la réorganisation des services municipaux, la gestion améliorée des ressources humaines et notamment la gestion des départs en retraite des personnels municipaux, la baisse des charges courantes et générales depuis le début du mandat, le redressement de l'épargne brute après une baisse régulière depuis le début du mandat et la chute de 2016. Et pas de souscription de nouvel emprunt sans un véritable projet communal utile à nos concitoyens et adapté à nos besoins. Malgré cela, des progrès restent à réaliser. Un meilleur encadrement de la gestion financière des associations qui bénéficient pour partie d'entre elles des subventions communales. Et des exemples récents nous inquiètent. Une meilleure maîtrise des dépenses de charges courantes et générales. Jusqu'à maintenant, on était en baisse, je l'avais signalé, vous l'avez évoqué, Monsieur Espic, mais une augmentation est prévue pour cette année. Et enfin, nous souhaitons une mise en œuvre d'actions permettant la transition énergétique et la diminution de nos charges de fonctionnement. Je le redis, je crois que je l'ai dit la dernière fois, mais pourquoi ne pas favoriser l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments communaux, notamment les bâtiments neufs comme les granges? Et il n'y en a pas. Pour progresser, les concepts et les hypothèses de la gestion communale doivent être revus. Que doit-on instaurer comme service public pour répondre aux nouveaux besoins de nos concitoyens? Mais corrélativement, que doit-on supprimer ou réduire dans les services actuels qui ne correspondent plus à la vie au XXIe siècle ou qui ne sont pas suffisamment utilisés? Cela nécessite un nécessaire changement de posture et un gros travail d'analyse des services rendus actuels en intégrant la fréquentation, les moyens humains et matériels, les aides financières, le coût à charge des utilisateurs et ainsi que le reste à charge supporté par la collectivité, c'est-à-dire nos concitoyens. Dans ces conditions, mesdames et messieurs, nous ne pourrons pas voter ce budget 2018. Je suis désolé, il n'y avait pas trop de suspense, mais enfin voilà, c'est fait maintenant. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Oui, alors donc, moi quand même, plusieurs éléments. Le premier, nous n'avons pas attendu que vous nous apportiez, que vous nous conseilliez quelques opérations, quelques conseils de gestion, dans la mesure où c'est vrai, c'est un choix que nous avons fait. Là aussi, je reviens au choix politique. À ce niveau-là, nous savions que pour maintenir les services que nous avions, il fallait stabiliser nos dépenses. C'est ce que nous avons fait et nous en étions totalement conscients. Donc, vous aviez fait, vous, votre remarque, mais sachez que chez nous, elle était aussi bien en tête et la preuve, nous l'avons mise en place. Après, supprimer les services actuels, remplacés par éventuellement d'autres services. Alors je dis éventuellement d'autres services, nos concitoyens peuvent peut-être entrer encore en attente de nouveaux services, mais ceux que nous avons actuellement sont tous dans l'ensemble très utilisés par les Saint-Jeanais et appréciés. Et l'exemple que donnait M. Bapt la dernière fois, lors de notre dernier conseil municipal, dire aujourd'hui aux Saint-Jeanais, aux personnes, à nos aînés, on va vous supprimer la navette qui vient vous chercher chez vous et qui vous amène donc au centre médical ou qui vous amène à l'Intermarché, je me vois mal le faire. Sur le plan social, la livraison des repas, ça me paraît également primordial. Au niveau du scolaire, le retour que nous avons des parents fait que dans l'ensemble, tous les services scolaires et périscolaires sont appréciés. Donc, je vois difficilement quels sont à ce jour les services qui peuvent être supprimés. Et c'est pour ça que notre volonté est de les maintenir sans augmenter la pression fiscale et même essayer, quand nous le pouvons, de les développer. Donc, après que nous ne soyons pas d'accord sur certains points, vous dites on n'est plus dans le coup, on a peut-être des services qui sont vieillissants, on va aller vers de nouveaux services. Pourquoi pas? Après, sachez que la gestion, nous avons quand même, me semble-t-il, prouvé depuis quelques années que nous avons géré au mieux parce qu'en restructurant nos services, nous avons fait des économies non négligeables et nos services ont continué à se développer. Donc voilà, en ce qui concerne donc notre point de vue. Juste aussi par rapport au on n'est plus dans le coup, je pense que l'illustration des granges quand même c'est quelque chose c'est un projet qu'on a monté vraiment en toute innovation. Alors certes il n'y a peut-être pas les panneaux solaires, mais il y a quand même eu des qualités environnementales qui ont été respectées et surtout c'est quand même une gestion vraiment innovante avec la présence des associations, avec la présence des services municipaux. Donc je pense que là-dessus, on a été félicité par la CAF, on a été félicité
par les partenaires associatifs. Vous voyez, on essaie quand même de se renouveler et d'être à l'écoute du public, parce que tout ce qui est politique participative, Madame Marot n'est pas là aujourd'hui, mais on a concerté au niveau de nos administrés et de tous les représentants associatifs pour aussi être plus à même de répondre aux besoins de nos administrés. Donc vous voyez qu'on a quand même développé, et c'était la volonté de Mme Vézian au début de son mandat, de vraiment être dans la consultation et vraiment l'effet miroir de l'évolution de notre population. Parce qu'on l'a constaté, effectivement, l'évolution de la population, elle est effective. Et chaque jour, avec les arrivées, nous avons des profils de famille qui changent. Donc là-dessus, sachez qu'en tout cas sur ce mandat, nous avons vraiment cette évaluation qui est faite et nous avons aussi des points bilan sur tous les projets et tous les services qui sont à la disposition des gens. Nous avons vraiment une évaluation de qualité de plus en plus fine. Mystifié, hein, quand vous avez dit 2 fois vous êtes plus dans le coup, je n'ai jamais utilisé ce terme-là. J'ai simplement dit que les concepts datent un peu et qu'aujourd'hui la situation a changé. Ça, c'est le vrai. Ensuite, je dis encore une fois que c'est dommage d'avoir construit les granges. C'est bien d'avoir fait, c'est dommage d'avoir fait sans mettre en œuvre notamment des panneaux photovoltaïques, ou quand on va faire la rénovation de Alex Jani, profiter de l'occasion. C'est dommage. Aujourd'hui, on a des possibilités techniques qui génèrent un gros avantage au niveau charge courante, charge de fonctionnement. C'est intéressant de le faire, il faut prévoir. C'est dommage de rater ces occasions. Répondez, monsieur. Répondez. Monsieur Durandé, juste, je voulais parler parce que vous avez interpellé aussi au niveau des associations. Alors, par rapport à l'AMNET, je ne vous avais pas pu vous répondre la dernière fois, donc je me suis renseignée par rapport à la commission finance. En fait, on leur avait avancé de l'argent, mais ça avait été déductible l'année d'après. C'est une avance sur les subventions. Effectivement, on leur avait donné 10 000 euros. Alors, je vais vous le dire, c'est le 5 décembre 2011. Donc, le conseil municipal avait accepté que soit versée une avance exceptionnelle sur subvention 2012 d'un montant de 10 000 euros. Et le montant a été déduit donc, en 2012. Voilà, ce n'était pas une avance. Vous savez, vous m'avez posé la question. Donc, si ça faisait 2 fois, c'est vrai que je vous avoue que moi-même, je ne me souvenais plus. Donc, après renseignement, voilà. Monsieur Cousy? Qui? Monsieur Berlureau? Sur la question d'équipement en panneaux solaires, c'est des questions que qu'on se pose à chaque fois et qu'on demande aux archis et au moment du projet de regarder. Derrière, on regarde aussi le retour sur investissement et on regarde l'utilisation des bâtiments. Et il est évident qu'on est sur des bâtiments qui, au regard de leur occupation et de leur typologie d'occupation, quand on fait les calculs de retour sur investissement, on est sur des 20-25 ans par rapport à ce que les bâtiments consomment. Et aujourd'hui, on a aussi des bâtiments qui consomment beaucoup moins. Vous le verrez quand vous irez à la médiathèque au-dessus, elle est déjà très naturellement éclairée. Donc l'apport en électricité ou l'apport en éclairage artificiel va devenir très limité. Donc quand on faisait en tout cas quand les archis, les équipes de maîtrise d'œuvre qui incorporent aujourd'hui tout le temps des bureaux d'études spécialisés sur le développement durable, puisque aussi c'est des demandes que l'on a, quand on regarde le surcoût des travaux au regard des consommations à venir, on est sur des retours sur investissement qui sont trop importants, je pense, pour pouvoir les amortir rapidement. Donc c'est aussi des choix qui fait qu'on ne l'a pas mis ici. Pour Jani, les travaux, les études sont en cours. J'ai pas les résultats, mais voilà, c'est des questions que l'on se pose bien évidemment. Mais vous savez que la RT 2012 aujourd'hui est devenue très imposante en termes de normes d'isolation, d'éclairage naturel, de qualité des matériaux employés, qui fait que on est capable d'atteindre des niveaux de fonctionnement des bâtiments bien plus économes qu'ils ne l'étaient même il y a 5 ans. Si. Il a un petit moment dedans. Après, effectivement, il y a la partie consommation du bâtiment, des bâtiments qui sont concernés par ce type de panneaux solaires, mais il y a également la possibilité de revendre aux distributeurs. Et ça permet de déduire des charges. C'est un complément. C'est ça, c'est compliqué. Compliqué. Sans compter que le toit, sans compter qu'il fallait renforcer le toit, et ça coûtait plus cher au niveau du toit. Et ça, c'est pas compris dans le retour sur investissement.
Non, c'est vrai qu'on le voit au mieux avec les architectes. Vous n'avez qu'à voir quand même l'école que nous avons construite à Marcel-Angers. Pourquoi on a déplacé le centre de loisirs? C'est que l'été, il fait très bon. Donc, il y a des matériaux qui font que l'été, il n'y avait même pas besoin de mettre la climatisation. Il faisait bon. Alors que si vous alliez au centre de loisirs, là où il était situé, c'est vrai que c'est épouvantable. Les pièces du haut, ils ne pouvaient pas y rester. Donc, je pense qu'il y a des matériaux maintenant qui sont quand même efficaces. Je crois que Philippe, tu m'as demandé la parole. Monsieur Cousy. Merci Madame le maire. Alors avant de commencer, je voulais simplement dire que vous ne serez pas étonné autour de cette table, mais je ne partage pas du tout la même analyse que Monsieur Durandet, confrère de l'opposition, et je ne me satisferai jamais d'une charge de personnel à 675 000 €, comme c'était une boutade tout à l'heure. Je suis bien content qu'il en soit bien supérieur. Donc je vais dire mon intervention. La phase 1 de l'entreprise de démolition des services publics engagée par le précédent gouvernement avec la baisse de dotation globale de fonctionnement se poursuit avec le nouveau. Pour la commune de Saint-Jean, la baisse cumulée depuis 2012 atteint aujourd'hui plus de 2 580 000 €. Phase 2 de cette entreprise, la disparition progressive, et nous ne nous en réjouissons pas, de la taxe d'habitation qui commence cette année et va se poursuivre progressivement jusqu'en 2020. L'État s'est, dit-on, engagé à compenser à l'euro près cette baisse de ressources pour les collectivités. Mais elle se traduit inévitablement par une perte d'autonomie pour celles-ci, car à terme, plus de possibilités de revaloriser les taux d'imposition et donc plus de perspectives pour les communes d'augmenter leurs ressources. Nous n'avons eu de cesse de dénoncer ces baisses de dotation de l'État lors des votes des précédents budgets et d'annoncer qu'après les restrictions budgétaires viendraient les réductions sur les dépenses de personnel. Nous avons été les seuls ici en conseil municipal à le faire. En cette année 2018, nous y voilà. Le bâtiment intergénérationnel Les Granges va être mis en fonctionnement. Le budget de notre commune prévoit de confier à une société privée l'entretien de ces locaux. En parallèle, 3 personnels partent à retraite et un seul recrutement va être effectué. L'objectif affiché est de limiter la masse salariale sur le budget de fonctionnement et ainsi stabiliser nos dépenses de personnel. Nous, élus communistes de cette majorité, dénonçons ces non-renouvellements de personnel et ceux à prévoir dans les années futures. Nous, élus communistes de cette majorité, dénonçons cette externalisation de l'entretien du bâtiment Les Granges. Nous sommes pour notre part favorables à un service public de qualité assuré par nos agents et sommes hostiles à toute forme d'externalisation de quelque nature que ce soit. Une partie de l'opposition municipale doit être ravie de constater que les personnels, excusez-moi du lapsus, partant en retraite sont de moins en moins remplacés et que nous avons recours à l'externalisation. Cela fait des années maintenant qu'ils dénoncent une masse salariale trop importante. Bonne nouvelle alors pour eux, que les dépenses de fonctionnement de la commune soient maîtrisées, à moins qu'ils ne trouvent que ce n'est pas encore assez et que vous soyez, vous, agents de la commune, encore trop nombreux à peser sur les finances de notre collectivité. Nous pensons au contraire que les services publics ne sont pas qu'un coût, mais aussi une richesse pour notre commune. Sur le lien de ce trimestre figurait en page d'expression libre de la majorité tout un paragraphe sur lequel on pouvait lire « Lorsqu'il s'agit d'entretenir le patrimoine communal ou les nombreux espaces verts communaux, ils sont là. » Entre parenthèses, les agents. Un peu plus haut, un autre paragraphe mentionnait « À l'heure où leur statut est fortement ébranlé, il nous apparaît important de souligner le rôle prépondérant de celles et ceux qui mettent en œuvre au quotidien les services publics auxquels nous sommes attachés. De notre côté, nous nous battrons à chaque fois qu'il sera nécessaire de le faire, dès lors que le service public et ses agents seront menacés, qu'il s'agisse pour quelques heures ou pour quelques mois. Que chacun et chacune d'entre nous ce soir prenne la mesure de ce qu'il va choisir pour notre municipalité. C'est ce que nous ferons en votant contre ce budget proposé et pour les raisons que nous venons de vous exposer. Merci. Donc on prend note de ce que tu viens de dire, Philippe. Moi, je t'ai expliqué lors d'une réunion comment ça s'était passé. Premièrement, c'est une société effectivement externalisée, puisqu'après des réunions et vu le taux d'absentéisme qu'on a, aucune personne ne voulait pour le moment venir sur ce bâtiment. Donc nous avons fait une réunion. On a pris une entreprise d'externalisation de Saint-Jean, où il y a du personnel d'ailleurs qui a travaillé sur la commune qui est dans cette entreprise.
Donc on a fait un contrat jusqu'au mois d'août, donc on va regarder comment ça se passe et tout, et après on va voir au niveau de notre personnel, des demandes de personnel que nous avons sur la commune, voir si on continue cette externalisation ou si on prend du personnel, en sachant que c'est 2 heures par jour, il commence à 6 heures du matin et pour le moment, nous n'avions pas de candidat. Et donc le bâtiment des Granges a pris du retard, mais bon, il fallait absolument régler ce problème de ménage. Donc voilà, on est appareil au plus pressé. Voilà, si Madame Moreto veut rajouter quelque chose par rapport à ces réunions. Par rapport aux réunions et puis aux réflexions, effectivement, Philippe, vous dénoncez sur le service public, je pense quand même qu'au niveau de la majorité, et notamment avec le périscolaire, c'est quelque chose qu'on a quand même aussi défendu bec et ongle sur le fait que nos agents, bien évidemment, les mairies, on a des agents communaux, comme tu dis, qui sont là sur le territoire au service des Saint-Jeanais. C'est toujours d'actualité, mais c'est vrai qu'il y a la réalité nationale, et vous l'avez bien dit dans votre intervention. Mais derrière, on se pose aussi des questions qui sont légitimes, parce qu'entre la réalité et les contraintes, et ensuite nous, notre réalité de terrain qui fait que, vous le savez, nous avons toujours les mêmes agents, effectivement, qui vieillissent. Donc tout ça, aujourd'hui, il y a eu la journée du bien-être avec justement nos agents pour essayer de travailler sur la prévention. Donc on ne peut pas dire quand même qu'on est les artisans. On ne veut pas casser le service public, bien au contraire. Donc les réunions que l'on a fait, effectivement, moi j'entends la réflexion qui est faite et c'est bien pour ça que, comme a dit Madame Vézian, de toute façon on se remet en question tous les jours là-dessus et on va voir par rapport aux moyens, bien évidemment que si c'est possible, on va privilégier le service public et privilégier que ce soit les agents municipaux qui puissent faire cet entretien. Mais il faut aussi qu'on regarde, même je dirais, les moyens humains et la préservation des moyens humains, parce que bon, déjà pour l'externalisation, on a des prestataires extérieurs qui vont faire les vitres, qui vont faire des choses comme ça, parce que de toute façon, on n'a ni l'équipement, ni des agents qui sont aguerris et compétents pour le faire. Et puis ensuite, on a quand même une obligation, effectivement, comme me disait, je me rappelle à une époque, Monsieur Bapt, c'était aussi d'une finance bienveillante et un gestionnaire de qualité. On l'a, ça. Et Monsieur Durandet nous dit il nous donne des conseils, mais bien évidemment, l'audit qu'on a fait en début de mandat, c'était dans ce sens-là. On préserve le service public et d'un autre côté, on s'adapte aussi à la situation nationale. Donc tout ça, c'est des réflexions qu'il faut que l'on ait politiques, c'est très bien de le soulever, mais après au niveau de la réalité de notre commune, bien évidemment, on part au plus pressé, et ensuite on va réfléchir, c'est un vrai sujet politique qu'il faut que l'on voit ensemble, et avec des moyens en contrepartie, en adéquation avec notre situation. Si je peux juste dire un mot, je ne voudrais pas quand même qu'on passe pour de vieux philosophes qui parlent avec de vieilles recettes. La baisse des dotations, on en est tous conscients, nous y compris, et ce n'est pas pour le coup, là, aujourd'hui, cette année, de votre fait, même si les précédentes baisses de dotations, j'ai quelques idées sur qui les a proposées. Néanmoins, des solutions existaient pour ce budget, on aurait peut-être pu en parler et être consulté à ce moment-là, mais je vous assure qu'il y avait d'autres solutions que celle-là. Voilà. Donc je ne voudrais pas juste passer pour un vieux philosophe qui n'est pas en phase avec la réalité, mais je voudrais dire simplement que nous avons nous aussi des propositions et que nous pouvons en faire si on est consulté et on est prêt à le faire et à travailler là-dessus. Tout ça pour éviter ce genre de situation, parce que si les baisses de dotation se confirment, il y a un moment où on ne pourra pas, année après année, ne pas remplacer du personnel. Les gens qui travaillent actuellement dans la commune font un travail, c'est le sens même de leur mission. Et si on supprime année après année des postes et qu'on ne renouvelle pas ces personnels-là, le service public en sera qu'affaibli année après année. Privilégie la fonction publique, mais on protège aussi nos agents. On a des salles de sport et tout, avec les grosses machines, les dames, elles ne tiennent pas. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas du personnel masculin.
qui veut faire ce boulot. Il faut le dire aussi. Et donc, le problème de ces dames, c'est quand à force, à la fin de l'année, ben, elles ont toutes des pathologies ou elles ont mal au dos, donc elles passent à la médecine du travail. Quand elles reviennent, eh ben, elles ne peuvent pas lever les chaises, elles ne peuvent pas porter du poids, et voilà. Donc, moi, je veux bien, hein, je veux bien continuer à embaucher, mais c'est vrai qu'il faut réfléchir aussi, peut-être qu'on sera obligé d'externaliser, peut-être pas ce bâtiment, mais peut-être les gymnases avec ces grosses machines. Si on ne trouve pas des hommes, et bien voilà, malheureusement, les dames, elles ne pourront pas continuer à le faire, parce qu'on a de plus en plus de gens, de personnes, bon, même pas les vieillissantes, hein, enfin, c'est vrai qu'on a, vous le savez, on a du personnel vieillissant, mais même les jeunes, les grosses machines, eh ben, elles n'y arrivent pas, c'est quand même lourd, c'est quand même des kilomètres à faire avec ces machines dans les gymnases, donc pourquoi pas, je suis désolée, mais externaliser, si c'est une entreprise saint-jeanaise, bon, c'est des gens du Saint-Jean. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est des hommes, monsieur Berlureau, parce que je n'ai pas eu le temps de, je ne sais pas si c'est des hommes, mais c'est vrai que dans ce métier, on ne trouve pas trop d'hommes. Voilà, enfin, vous avez qu'à voir sur Saint-Jean, il y a un monsieur, Céline, je ne me trompe pas, un ou deux, un seul. On a un seul monsieur au service entretien. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir, comme tu dis, à tout, à la fonction publique, à tout, au personnel, mais il faut réfléchir à ce problème-là, qui est récurrent et qui nous pose de problèmes à nous, parce que de plus en plus de personnes sont avec des pathologies où elles ne peuvent plus lever, où elles ont mal aux épaules, où elles ont mal au dos, et voilà, donc c'est assez difficile. Et le service éducation, il y a des jours où ils disent on ne peut plus, on ne sait pas comment faire. C'est sûr qu'il faut y réfléchir, il faut y réfléchir entre nous. Donc nous allons... Oui. Le service technique, c'est pareil aussi, hein, il y a de plus en plus de personnes... Bon, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'il n'y a pas de chance, on a quand même des personnes avec des pathologies qui nous arrivent, comme je vous ai dit l'autre jour, assez graves. Donc nous allons passer au vote du point 6 de l'affaire du budget primitif. Donc, non, pas encore. On votera qu'à la fin tout? Parfait. Alors, affaire numéro 4. Affectation des résultats 2017. Monsieur Aspi. Alors, je vous demande donc juste d'affecter les résultats de fonctionnement que nous avons eu au CA lors du dernier conseil municipal. Donc, affectation de résultats de fonctionnement pour la somme de 1 232 128,81, qui était donc l'excédent. Et l'affectation du résultat d'investissement, 3 210 652,47 euros. Tu fais passer au vote. Tu fais voter. Oui. Donc nous allons passer au vote. Il n'y a pas de questions par rapport au... Non. Nous allons passer au vote. Donc, c'est approuvé à la majorité avec 5 abstentions. C'est bon, Isabelle? Alors, affaire numéro 5, taux de fiscalité 2018. Pardon? Ah, c'est contre. Ah oui, il était des votes contre. Non, voilà, c'est bon, je pense comme elle avait... Oui. C'est ça, 5 abstentions. Tu me fais peur. Non, il y a 5 abstentions, oui. Je n'avais pas dit contre. Il me dit que je n'avais pas dit contre. Voilà. Il me rappelle à l'ordre. Hein. C'est bien. Il suit. Donc c'est bon, Isabelle, c'est bon pour toi? Donc, affaire 5, taux de fiscalité 2018. Monsieur Espy. Donc, en ce qui concerne les taux de fiscalité, M. Berlureau vous a donc annoncé tout à l'heure l'évolution des bases. Sur la taxe d'habitation, nous passerions à 15 970 000 euros, soit 2,56% en plus. Sur le foncier bâti, 14 673 000 euros, soit 2,39% en plus. Et sur le foncier non bâti, 15 100 euros, moins 1,52%. Et la cerise sur le gâteau, aucune augmentation des taux en 2018, donc vous les avez, 8,77 pour la taxe d'habitation, 14,96 pour la taxe foncière bâtie et 96,75 pour la taxe foncière non bâtie, donc taux identique à 2017.
abstentions. Alors, il n'y a que vous, Monsieur Sol? Non, 4. Alors, 4, non, 5. Alors, 5, attendez, alors, 5 abstentions. 5 abstentions. Alors, Monsieur Durandé, Madame Mikhailov, Madame Flores, Madame Leflat et Monsieur Sol. Donc, des abstentions, des votes contre. Donc, c'est approuvé à la majorité avec 5 abstentions. Ne demandez pas avec tout ce que l'on fait quand même de baisser les taux. Là, ce que nous ne savons plus faire. Qui n'a pas marché, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Alors, 5, 6, 7, 8. 8 votes contre? Alors, des votes, attendez, alors, 8 votes contre, 3 abstentions. 2 abstentions. 2 abstentions, 8 votes contre. Donc, c'est approuvé à la majorité avec 8 abstentions et 2 contre. 8 contre et 2 abstentions. Je vais vous faire tromper. 8. Alors, Monsieur Durandé, Madame Mikhailov, Madame Flores, Madame Leflat, Monsieur Sol, Monsieur Cousy, Madame Vu, Monsieur Tamalé. Contre. Monsieur Saulnier, Monsieur Chrisman. Abstention. Alors, c'est bon. Point 5, ressources humaines. Affaire 7, composition du comité technique commun entre la ville de Saint-Jean et le CCAS. Donc, par délibération en date du 3 juillet 2014, a été créé un comité technique commun entre la ville de Saint-Jean et le CCAS. Donc, à vue des élections professionnelles du 6 décembre 2018, le nombre des membres titulaires et suppléants au comité technique doit être fixé. Donc, il est proposé au conseil municipal, après la consultation des organisations syndicales le 6 mars 2018, de maintenir le paritarisme numérique en fixant le nombre des membres titulaires à 3 représentants de la commune et 3 représentants du personnel et autant de suppléants. Il est également proposé de recueillir lors des séances du comité technique l'avis des représentants de la collectivité. Des questions? Non. Donc je propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Service technique. Affaire numéro 8. Enveloppe annuelle prévisionnelle pour petits travaux relevant de la compétence du ZEG. Gérard Massat. Oui, afin de pouvoir réaliser sous les meilleurs délais les petits travaux inopérés relevant de la compétence du SDEC, il est proposé de voter une enveloppe annuelle financière prévisionnelle de 10 000 € maximum de participation communale. Les règles habituelles de gestion et de participation financière du SDEC resteront applicables, notamment l'inscription au programme de travaux du SDEC pour les opérations concernées. Il est donc proposé au conseil municipal de décider de couvrir la part restant à la charge de la commune dans la limite de 10 000 € sur ses fonds propres, de charger Madame le maire d'adresser par écrit au président du SDEC les demandes de travaux correspondantes, de valider les études détaillées transmises par le SDEC, de valider la participation de la commune, d'assurer le suivi de participation communale engagée et de préciser que chaque fois qu'un projet nécessitera la création de nouveaux points de comptage, il appartiendra à la commune de conclure un contrat de fourniture d'électricité. D'autoriser enfin Madame le maire à signer tout document relatif aux travaux correspondants. Donc, il y a des questions? Donc, nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire 9.
effacement des réseaux, basse tension, éclairage public et France Télécom, chemin La Perrière. Gérard Massat. Oui, suite à la demande de la commune du 18 octobre dernier concernant l'effacement des réseaux basse tension, éclairage public et France Télécom, chemin La Perrière, le SDEC a réalisé l'avant-projet sommaire de cette opération sur environ 300 mètres entre le rond-point Mantovani et le numéro 28 du chemin La Perrière. Compte tenu des règlements applicables au SDEC, la part restant à la charge de la commune pour la partie électricité et éclairage se calculerait comme suit. TVA récupérée 19 696 €, part du SDEC 79 200 €, part restant à la charge de la commune, estimation, 24 824 €, total 123 750 €. Ces travaux seraient réalisés concomitamment avec l'effacement des réseaux de télécommunications. La part restant à la charge de la commune pour la partie télécommunications est de 41 250 €. Le détail est précisé dans la convention jointe à l'annexe à conclure entre le SDEC, Orange et la commune. Le SDEC demande à la commune de valider l'avant-projet sommaire réalisé et de s'engager sur la participation financière. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avant-projet sommaire présenté, de s'engager à verser au SDEC une contribution au plus égale au montant ci-dessus pour la partie électricité et éclairage, de décider de couvrir la part restant à la charge de la commune en fonds propres, d'autoriser le maire à signer la convention avec le SDEC et Orange pour la partie relative au réseau de télécommunications et de s'engager à verser au SDEC une contribution correspondante, de solliciter enfin l'aide du département pour la partie relative au réseau de télécommunications. Y a-t-il des questions? Monsieur Durandé. Oui, j'ai deux questions et une proposition. Alors, de Monsieur Massat, les deux questions. Est-ce que ces travaux d'effacement des réseaux sont préliminaires à la création d'un trottoir chemin La Perrière? Tout à fait. Ça aurait été bien de le préciser dans l'affaire. Tout à fait. Merci. Voilà. On commence par les effacements de réseau et on continuera par les travaux de voirie. Très bien. Les riverains vous remercient. Voilà. Deuxième question. Là, on parle d'un tronçon d'environ 300 mètres entre le rond-point et le numéro 28 du chemin La Perrière, Voilà. ce qui fait à peu près 20% du chemin La Perrière. Oui. J'ai mesuré. Oui. Disons un tiers. Bizarrement, je connais bien le quartier. Voilà, voilà. Donc, je mesurais. Voilà. Ça ne fait pas un tiers. Donc, vous avez une idée sur les autres lots, les autres travaux, les autres tronçons en termes de délai? La date à laquelle se feront les autres travaux? Approximativement. Eh bien, écoutez, là, c'est difficile de prendre un délai actuellement. Il faut déjà attendre que les travaux d'effacement de réseau soient réalisés. Et ensuite, parce que ça n'est déjà pas les mêmes budgets au niveau de Toulouse Métropole, donc il va falloir attendre que ces travaux-là soient faits pour qu'on puisse lancer et programmer les travaux de voirie. Donc ça sera d'ici un an ou deux, on va dire, pas tout de suite. Pas avant. D'accord. Et nous avons une proposition à faire, comme vous effacez donc les réseaux télécom et électricité, éclairage public. Quand vous ferez les travaux de mise en souterrain, il serait intéressant de passer la fibre, parce que tant que la tranchée est ouverte, ça coûte rien, ou quasiment rien. S'il faut rouvrir pour derrière, on vous suggère d'étudier ça. Alors là, ça n'est pas un budget qui est prévu dans les effacements de réseau, ça. Hein. Oui, mais le budget de la fibre, normalement, c'est un opérateur de téléphonie qui passe les tuyaux et qui ensuite met la fibre dedans. Et ça n'est pas de notre... J'entends bien. La commune a été en partie fibrée. D'accord. Cette partie n'a pas été fibrée. Là, il sera intéressant, quand on fait un grand tronçon comme ça, de profiter de l'occasion des travaux. Quand on ouvre la tranchée, on passe un certain nombre de gaines, etc., de faire passer la fibre. Ça serait dommage que dans un an ou deux, vous me dites on va voter une affaire comme quoi il faut rouvrir les trottoirs les nouveaux trottoirs de chemin. Alors là, je suis incapable de vous répondre. Par contre, Gilles, peut-être tu as des informations là-dessus. Mais moi, en ce qui me concerne, je ne vois pas comment on peut, nous, commune, réaliser des travaux comme ça. Non, mais c'est pas nous. Voilà. Ouais, donc, oui, effectivement, l'idée est forcément intéressante. Ça, c'est d'une évidence. Je pense que c'est plus un problème de synchronisation avec SFR qui aujourd'hui traite en priorité
tous les, je dirais la mise en œuvre de la fibre pour tout ce qui est enterré. Donc c'est vraiment la priorité. Déjà, on a de gros retards. Enfin, alors je dis de gros retards, ce sont des mois. Certes, SFR s'est engagé à 2020 uniquement pour Fibre et Saint-Jean, mais il n'empêche que quand on voit de mois en mois les difficultés rencontrées, etc., je pense qu'on est obligé de faire malheureusement ces travaux au plus vite. On ne manquera pas de l'évoquer avec M. Fauré, je l'ai de temps en temps en ligne, mais clairement, pour moi, ils ne sont pas prêts finalement à s'intégrer avec ces travaux, même si ce serait le plus judicieux, j'en conviens largement. Ouais. Ouais. Surtout qu'on a des gros soucis au chemin Lapérien. Oui. Voilà, et chemin Lapérien, effectivement, on n'est pas gâtés. C'est pas le plus simple. Oui, je sais bien. Mais c'est vraiment, toute la partie qui n'est pas enterrée. Et SFR a bien précisé que leur priorité, c'était tout ce qui était enterré. Et ensuite, ils s'attaqueront au plus lourd. Ce qui peut se Pardon, Sandrine, je pense que tu veux dire quelque chose, mais je ne comprends pas. Tu peux parler tu peux... Oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc nous allons, pas d'autres questions. Donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors avant de passer au point 10, et je m'en excuse, j'ai pas remercié quand même par rapport à votre budget tous ceux qui ont travaillé sur ce budget, parce que vous savez ce que c'est un budget mairie, c'est pas évident, et je remercie tous les directeurs de pôle, le personnel qui ont fait des efforts considérables tout le long de l'année. Vous l'avez remarqué, Monsieur Durandé, qu'on a fait des efforts, mais c'est vrai qu'on leur en demande beaucoup. Et comme je vous ai dit l'autre jour, je pense qu'on ne peut pas aller au-delà. Voilà, donc merci à tous les directeurs, à tous les services. J'espère que M. Berlereau ferait remonter nos remerciements de l'équipe municipale. Merci, excusez-moi de ne pas y avoir pensé à la fin du budget. Donc, on va passer à l'affaire numéro 11, rénovation de l'éclairage public au lotissement. Et il y a la numéro 10, Madame le maire. Il y en a 10 d'abord. Ah oui. Affaire numéro 10, effacement des réseaux basse tension, éclairage public et France Télécom au lotissement Les Castors, deuxième tranche. Gérard Voilà. Massat. Donc c'est la continuité de ce qui est en train de se faire actuellement sur les Castors. Ça va continuer par la rue des Primevères et la rue des Marguerites et le boulevard des Pensées. Pour la basse tension, l'éclairage public et France Télécom. Compte tenu des règlements applicables aux SDEC, la part restant à la charge de la commune pour cette partie d'électricité et d'éclairage se calculera comme suit. TVA récupérée 63 488 €, part du SDEC 255 800 €, part restant à la charge de la commune 80 062 €, total 398 750 non, 398 750 €, pardon. Ces travaux seraient réalisés concomitamment avec l'effacement des réseaux de télécommunications. La part restant à la charge de la commune pour la partie télécommunication est de 137 500 €. Le détail est précisé dans la convention jointe en annexe à conclure entre le SDEC, Orange et la commune. Le SDEC demande à la commune de valider l'avant-projet sommaire réalisé et de s'engager sur la participation financière. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avant-projet sommaire présenté, de s'engager à verser au SDEC une contribution au plus égale au montant ci-dessus pour la partie électricité et éclairage, de décider de couvrir la part restant à la charge de la commune en fonds propres, d'autoriser Madame le maire à signer la convention avec le SDEC et Orange pour la partie relative au réseau de télécommunications et s'engage à verser au SDEC une contribution correspondante, de solliciter l'aide du département pour la partie relative au réseau télécommunications. Y a-t-il des questions? Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire 11, rénovation de l'éclairage public au lotissement Le Marquisat, troisième tranche, comprenant les rues Abébé et Bikiba
Bikila, Géo André, Pierre de Coubertin, Fausto Coppi, Marcel Cerdan et Jean Bouin. Voilà. Gérard Massat. Oui, suite à la demande de la commune du 27 septembre dernier, la troisième tranche comprenant les rues Abbé Bikila, Géo André, Pierre de Coubertin, Fausto Coppi, comme vient de vous dire Madame le maire, sera réalisée à l'avant-projet sommaire de l'opération. Compte tenu du règlement applicable au SDEC, la part restant à la charge de la commune se calculera comme suit: TVA 49 803 €, part du SDEC 202 400 €, part restant à la charge de la commune 64 047, 316 250 € pour le total. Avant d'aller plus loin dans les études de ce projet, le SDEC demande à la commune de s'engager sur la participation financière. Dès réception de cette délibération, le service technique du syndicat pourront finaliser l'étude et le plan d'exécution sera transmis à la commune pour validation avant planification des travaux. Ce projet nécessitant la création d'un nouveau point de comptage, un contrat de fourniture d'électricité sera conclu par la commune et ce qui se chargera de la mise en service du raccordement en question. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avant-projet sommaire, de décider de couvrir la part restant à la charge de la commune sur ses fonds propres. Des questions? Nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Affaire numéro 12, compétences assainissement. La loi MAPTAM, transfert des équipements nécessaires à l'exercice des compétences à Toulouse Métropole. Gérard Massat. C'est encore moi. C'est tout aujourd'hui. Vous allez me tuer là ce soir. Alors, conformément à l'article 43 de la loi, bon, je vous fais pas de, je vous fais chose de tout ça. Dans le cadre de la commune de Saint-Jean a proposé le transfert de propriété de 4 équipements identifiés comme pouvant être transférés immédiatement au titre de la compétence gestion des services d'intérêt collectif, assainissement et eau. Le tableau détaillant la consistance des équipements transférés en pleine propriété à Toulouse Métropole est annexé à la présente. Il est proposé au conseil municipal, conformément à la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, de transférer à Toulouse Métropole les équipements nécessaires à l'exercice des compétences métropolitaines obligatoires détaillés dans le tableau joint en annexe. Ce transfert interviendra à titre gratuit, conformément à la loi MAPTAM, d'autoriser Madame le maire à signer tous les actes et documents en relation avec cette opération. Merci Gérard. Des questions? Madame Flores. Étant donné que la délégation eau et assainissement est une compétence de la métropole, bon, le transfert bien sûr de ces équipements nous paraît tout à fait normal, mais nous nous demandions pourquoi, puisque la loi est de 2014, ça n'a pas été fait beaucoup plus tôt. Pourquoi maintenant? Comment? Oui, Monsieur Berlero. Parce que c'est long, tout simplement. Non, grosso modo, c'est vrai que quand il y a le transfert de la compétence, le service est transféré intégralement. Vient ensuite la rédaction de tous les actes et de tous les projets pour transférer comptablement et en termes de propriété les équipements. Donc ça, c'est quand même un travail un petit peu de longue haleine, surtout que parfois, il faut détacher les parcelles sur lesquelles sont les équipements d'une parcelle plus grande. Donc voilà, il y a tout un travail qui est un petit peu long à mener parfois de référence cadastrale, d'intervention de géomètre pour bien délimiter l'équipement et l'enlever d'une parcelle un peu plus grande. Donc là, c'est vrai qu'on est sur la station d'épuration et sur des postes de relevage. Donc il a fallu aussi faire ce travail tout en amont de bien identifier quelles étaient les parcelles qui étaient concernées. Pour certaines, bien vérifier que les bornages étaient bons, que ça correspondait aux actes, avant de passer les actes administratifs. C'est pour ça que c'est un petit peu long et que ça prend un peu de temps. D'accord, merci. Aucun dans la mesure où l'impact a été fait en 2011 au moment du transfert de la compétence, puisque c'est les attributions de compensation qui ont été calculées à ce moment-là, au moment du transfert de la compétence. 2014. Oui, enfin, alors, je manque un petit peu d'antériorité dans la collectivité. 2011, c'est l'adhésion. C'est l'adhésion de la collectivité. Je ne sais pas exactement en quelle année la loi eau non, mais la compétence eau et assainissement a été transférée. Quand est-ce qu'elle a été prise en compte par Toulouse Métropole? Mais je pense que c'était même avant. Donc, ça date.
Je manque un peu d'antériorité là. Merci. C'est au moment où la commune a adhéré. Hein, Oui, mais parce que c'est nous qui avons construit la station d'épuration. oui, mais on est passé après coup. Donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Culture, point 7. Affaire numéro 13. Précision apportée aux nouveaux tarifs applicables à la médiathèque, à la ludothèque et au centre social de la commune de Saint-Jean. Madame Picard. Oui, merci Madame Vision. Donc du fait de l'ouverture différée de l'établissement Les Granges, comme vous avez pu le remarquer au public, il est proposé de modifier les durées et modalités d'adhésion comme suit. Donc les adhésions de la ludothèque et de la médiathèque du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, également après le 1er septembre 2017, sont prolongées également de 6 mois supplémentaires. Cette adhésion devient unique pour l'ensemble des usagers, médiathèques, ludothèques et espaces famille intergénérationnels à compter de la présente délibération. L'application des tarifs réduits pour les spectacles culture pour les détenteurs de cette carte d'adhésion également. De ce fait, la délibération en date du 26 février 2018 fixant la tarification des spectacles, animations et ateliers organisés par la médiathèque et la ludothèque, ainsi que par le service culture, est modifiée. La gratuité pour les usagers du centre social n'ayant plus de lieu d'exister pour le moment. Il est précisé que la gratuité est appliquée uniquement aux enfants accompagnés de professionnels de la petite enfance. Les EAJE, ce sont les acronymes pour établissement d'accueil du jeune enfant et assistante maternelle. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur les durées d'adhésion ainsi que sur le principe d'adhésion commune applicable à compter de l'adoption de la présente délibération. Des questions? Donc je propose... Oui, Oui, s'il vous plaît. En ce qui concerne le montant de l'adhésion, est-ce que ce montant pourrait être précisé, le montant de l'adhésion annuel? Alors là, je ne les ai pas sous la main, mais... C'est 15 € pour les Saint-Jeanais et 25 pour les extérieurs. Et après, le tarif réduit, de mémoire, c'était 7 €, je crois. Je me souviens plus du tarif. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de ce qui est des tarifs pratiqués sur les autres médiathèques des autres villes environnantes? On peut vous les donner, mais on avait fait quand même une étude par rapport à ça, justement, pour être correspondant. Je les ai là. Au dernier conseil, ça a été délibéré. Je voulais l'amener, puis j'ai oublié. J'ai une remarque à faire en ce qui concerne Toulouse. La médiathèque qui offre une offre beaucoup plus large, j'imagine que celle de Saint-Jean, pratique un tarif à 15 € et il n'y a pas de supplément pour les extérieurs. Alors, ce que vous avez par rapport à la médiathèque de Toulouse, c'est la gratuité, justement. On est abonné à la médiathèque de Toulouse. Vous avez droit à vous inscrire, à partir du moment où vous avez la carte d'abonné de Saint-Jean, à des films, des DVD, à tout un service, en fait. Gratuitement, dans le cadre de l'abonnement. Ça voudrait dire que dans le Grand Toulouse, vous avez convenu d'un oui, accord pour mutualiser les adhésions on a des accords avec la auprès des médiathèques, oui. c'est ça? J'ai les tarifs. Donc, c'est pour les tarifs étudiants, minima sociaux, demandeurs d'emploi, c'est 5 € et 10 € pour ceux qui sont hors Saint-Jean. Et après, c'est bien ce que nous avons dit, 15 € famille saint-jeanaise et 25 € l'adhésion famille ou structure extérieure à Saint-Jean. Et est-ce que l'offre de cette médiathèque va évoluer dans le temps? Elle va s'élargir? Il y aura plus de matière? Oui, alors en fait, il est question de revoir les tarifs d'ici peu, les billetteries avec le service culture également, puisque vous avez en même temps la carte du service culture dans l'abonnement. D'accord. Très bien, merci pour ces réponses. Et le fonds est devenu vraiment immense par rapport à ce qu'on avait. Et donc avec l'apport de la médiathèque de Toulouse également. Je pense qu'on vient de loin en ce qui concerne l'offre. Oui, bien sûr. Mais il y en avait déjà une offre importante en fait. Bon, et cette offre va évoluer dans le temps, j'imagine. Oui, elle a évolué déjà depuis l'année dernière avec la charte de la lecture publique. On a eu des offres, notamment avec les liseuses électriques, avec des prêts comme ça. Voilà, il faut y aller pour le, pour le savoir en fait. C'est prévu, merci pour ces réponses. Donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Alors, 5 abstentions. Monsieur Durandé, Madame Mikhaïlov, Madame Flores, Madame Leflat et Monsieur Sol. Donc, donc des abstentions, des votes contre. Donc c'est approuvé à la majorité avec 5 abstentions. Je vous remercie. Question
fallait faire une numéro 13. Questions diverses. Alors, questions diverses. Je n'ai pas reçu de questions. Nous, on a un vœu. Oui, je n'ai pas reçu de questions de votre part. Une remarque qui peut intéresser une grande majorité d'usagers. J'ai constaté que sur certaines communes étaient mises en place des bornes électriques pour ravitailler les voitures. Hein, et ces voitures vont arriver un peu plus nombreuses, donc il faudrait peut-être anticiper et montrer que Saint-Jean est à la pointe. C'est prévu, hein? Alors, vous allez en avoir une qui va être installée à la rue des Roses d'ici les jours qui viennent. Là. Très bien. Voilà. Et Intermarché aussi, je pense qu'il vous savez, le magasin Intermarché va s'agrandir et il a prévu des bornes aussi. Bon, là, je pense qu'il faudra communiquer sur ces installations de bornes. Oui, dès qu'on va le faire, c'est sûr. Il y en aura deux. Il y en aura une en bas de la clinique et une rue des Roses, au cœur de ville. Après, on verra comment s'il en faut une troisième. On verra les points géographiquement, voilà. Donc, on a un vœu du conseil municipal de Saint-Jean qui est adressé à monsieur le président de Toulouse Métropole pour un débat public sur la gestion de l'eau et de l'assainissement. Dans quelques mois, Toulouse Métropole choisira son mode de gestion de l'eau et de l'assainissement pour une durée de 12 ans. En effet, le contrat eau-assainissement liant la société Veolia et la ville de Toulouse viendra à échéance au mois de février 2020. Il en sera de même pour la plupart des contrats de délégation de services publics ainsi que pour les marchés de prestations des autres communes de la métropole. Afin d'anticiper cette échéance, la métropole a décidé de réaliser une étude comparative entre les deux modes de gestion envisageables et qui coexistent aujourd'hui sur le territoire, le système de la régie publique et la délégation de services publics à une société privée. Pour nous, élus du conseil municipal de Saint-Jean, l'eau est un bien commun qui, dans un contexte de changement climatique, connaît et connaîtra une raréfaction constante. Cela pose la question fondamentale de l'accès équitable pour tous à cette ressource. Par ailleurs, la préservation de cette ressource vitale, de sa qualité sanitaire et l'évolution de son coût nécessite un réel contrôle citoyen par les élus et les associations d'usagers. De notre point de vue, seule la puissance publique peut pleinement garantir ce contrôle. Nous constatons d'ailleurs qu'aujourd'hui, en France et en Europe, que de nombreuses agglomérations et métropoles, Paris, Nice, etc., font le choix de passer à une gestion publique de l'eau, solution qui permet de rendre le meilleur service public au meilleur coût. Le choix entre une gestion publique ou privée de l'eau et de l'assainissement dès à présent ne peut se passer d'un débat public et démocratique. La décision de déléguer la gestion de l'eau à une société privée engagerait les communes de la métropole pour plusieurs mandats sans que jamais l'électeur n'ait pu donner son avis. Une décision prise à la fin de l'année 2018 sans réel débat public constituerait donc un déni de démocratie. Pour toutes ces raisons, dans une recherche de l'intérêt général, le conseil municipal de la ville de Saint-Jean affirme sa volonté de défendre la gestion publique de l'eau et de l'assainissement et affirme que le choix du mode de gestion de l'eau et de l'assainissement pour les 37 communes de la métropole ne peut se faire sans un réel débat public. Nous invitons donc Toulouse Métropole à organiser ce débat citoyen en 2018 avant que la décision finale ne soit prise. Donc, pour votre information, donc cet après-midi, il y avait le conseil métropolitain où j'ai pas pu, j'ai assisté, mais je suis partie un peu plus tôt pour assister à ce conseil municipal. Donc, monsieur Francetier. Donc, il y a quand même un bureau d'études qui a été pris par la métropole qui s'appelle le bureau d'études Naldeo. Donc, ils sont en train de travailler justement sur régie publique et régie privée, oui. Donc, ils nous donneront un tableau pour voir pour voir quel est le plus intéressant pour nous. Voilà, donc on attend des données, en sachant qu'il faut être très prudent quand même. Et voilà, mais je pense qu'un débat aurait peut-être été nécessaire. Bon, M. Boudin défend qu'il en a assez parlé aux commissions d'assainissement. Je crois que Gérard Thuillet, toi, aux commissions d'assainissement avec Michel Frances. C'est Michel Frances qui est tout seul. Voilà, nous on trouvait que ce débat était un peu léger, qu'on aurait bien aimé que les citoyens soient associés à ce débat. Voilà, c'est pour ça que nous faisons ce vœu, plusieurs communes font ce vœu. Nous avons eu un débat la semaine dernière à l'Union, avec le maire de l'Union, donc il y avait une centaine de personnes, hein, à peu près. Donc voilà, il y avait les trois parties présentes, les gens de la DSP, là il y avait... je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il y a le CODEV qui avait fait une étude et... Voilà.
Donc voilà, c'est pour ça que nous faisons passer ce vœu. Donc Est-ce que je peux intervenir? Au sujet de l'eau, j'ai constaté simplement aujourd'hui, en circulant dans Toulouse, qu'il y avait une communication qui était lancée sur afin d'éviter le gaspillage de l'eau, qui était un bien précieux. Et j'estime qu'on devrait aussi communiquer dans chaque ville de la métropole pour sensibiliser le public. ça a été fait. Hein. Je n'ai- Sur le bulletin. Ah, voilà, sur le bulletin. Voilà, sur le bulletin. Par contre, en ville, ça serait mieux de mettre des panneaux Oui. avec, Alors, comme c'est fait à Toulouse. Oui, oui. Sachez que ça a été fait sur le bulletin. Hein. Je l'ai vu. Oui. Hein, tu l'as fait sur le bulletin. Je l'ai Et sachez vu. que cette année, malheureusement, vous n'aurez pas les fleurs. Vous savez qu'on les mettait au niveau des éclairages, les bacs de fleuris. On a décidé de pas les mettre cette année. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, au mois d'août, il ne fallait pas arroser. Donc, on s'est dit, de toute façon, plus ça va, plus de toute façon, on aura ce problème-là, cette problématique. Donc, vous n'aurez pas de suspension fleurie sur la commune. C'est vrai que c'était joli, mais bon, il fallait les arroser tous les 2-3 jours. Voilà, donc on fera peut-être quelques suspensions au niveau de la municipalité, enfin devant la mairie, devant quelques bâtiments publics, où il y aura, on n'aura pas arrosé autant, quoi. Je pense que chacun de nous doit faire des efforts, que ce soit même notre quotidien nous-mêmes, et que ce soit aussi dans le monde associatif, qui des fois nous laisse encore tout ouvert, les lumières, les douches. Voilà, c'est un combat qu'on mène en continu, il faut dire. Hein. Donc c'est vrai que le monde associatif qui est là, bon, mais des fois, il y a des jeunes, c'est pas chez eux, bon, mais on laisse couler, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut le rappeler. C'est des règles qu'il faut rappeler tout le temps. Juste un mot, concernant l'eau, il faut sensibiliser la population pour éviter le gaspillage, mais ça on le sait tous. Mais il y a un autre aspect qui est plus grave, c'est qu'il faudrait éviter de marchandiser l'eau. C'est-à-dire qu'on passe l'eau d'un service public à un service privé, et là il n'y a plus du tout de maîtrise d'un bien public. C'est pour ça qu'on préférait, écoutez, on va attendre cette étude, puisque si M. Boudin ne peut pas faire ce débat public, on va attendre le résultat de cette étude. Je vous le ferai. Je pense qu'il va le dire de toute façon. Hein. C'est vrai qu'il faut quand même être vigilant. D'ailleurs, le CODEV là, le dit bien. Hein, alors, des fois, on dit je préfère une bonne DSP qu'une mauvaise régie, mais l'une considère l'eau comme un bien commun de l'humanité, donc il ne faudrait pas laisser la gestion à des multinationales qui répondent à la satisfaction de leurs actionnaires. Ça veut tout dire. Hein. Le principal avantage de la régie est de permettre une forme de contrôle, ce que vous dites, hein, et forme de contrôle exercée en continu par les élus et les usagers. Les élus, dans le cadre de leur mandat, peuvent en effet à tout moment décider d'ajuster la politique tarifaire en mettant par exemple en place un tarif social, de mettre l'accent sur l'entretien ou la réalisation de nouveaux investissements. À l'inverse, la gestion en DSP est moins transparente. Donc voilà, il y a des points, c'est à défendre. Bon, il y a le pour et le contre, mais c'est pour ça que moi je pense que ça méritait quand même une ouverture avec un débat citoyen. Bon, c'est notre position. C'est pour ça que nous faisons ce vœu. Donc, nous allons voter. On va passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Monsieur Durandé. Juste une remarque. Je pense que l'équipe de Toulouse Métropole, avec les techniciens, mais les élus également, ont toute légitimité pour faire ce choix, cette étude. Et c'est très bien. Je trouve qu'ils se renseignent auprès de cabinets de consultants qui préconisent. Moi, voilà. J'ai habité dans plusieurs communes. J'ai connu des régies municipales qui étaient très performantes. J'en ai connu d'autres qui étaient moins performantes. J'ai connu des délégations de services publics qui étaient très performantes et d'autres qui étaient également moins performantes. Voilà, donc en clair, je crois que c'est pas un choix, basique. On est pour une régie ou on est pour une délégation de service. Oui. Ça dépend du contrat qui nous lie avec la société ou de l'organisation qu'on met en place en régie. Mais donc vrai on va laisser faire M. Moudin et ses équipes. Et par contre, on sera attentif à leurs propositions, à leur tableau d'avantages et inconvénients. Je pense qu'il faut être attentif. Par exemple, vous voyez, Montpellier était passé en DSP et du coup, ils ont rebasculé sur la régie. Et Nice, pareil. Nice, c'est pareil. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant, hein, parce que là, c'est quand même important pour nous. Sans parler du prix de l'eau, c'est quand même quelque chose où il faut avoir un regard dessus ce problème. Donc, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Alors, 5 abstentions. Monsieur Durandé, Madame Mikhaïlov, Madame Flores, Madame Leflat et Monsieur Sol. Des votes contre?
Donc, c'est approuvé à la majorité avec 5 abstentions. Je vous remercie. Alors, une autre information aussi. Donc, nous avons écrit à M. Moutadas, qui est le directeur de la Poste. Alors, c'est un courrier commun avec Marc Perret. Donc, monsieur le directeur, nous avons été informés de négociations en cours au sein du service courrier de la Poste visant à modifier le nombre de tournées des facteurs de la zone l'Union Saint-Jean. Nous souhaitons par ce courrier exprimer notre préoccupation devant une éventuelle future dégradation du service rendu par les agents de la Poste si le nombre de tournées devait être baissé. Nous souhaitons également exprimer avec force notre attachement à cette mission de service public que rend la Poste auprès de ses usagers. De plus, le nombre d'habitants des villes de l'Union et Saint-Jean est appelé à augmenter vu les projets immobiliers en cours ou prévus dans nos villes. À l'Union, il y aura 450 logements neufs dans les 12 prochains mois. À Saint-Jean, ce sera 300. Donc, 750 logements neufs seront construits dans l'année dans nos deux villes. Nous sommes persuadés que, comme nous, vous partagez cet attachement au service public et que dans les arbitrages en cours, la qualité et la célérité du service rendu aux usagers seront les priorités qui guideront ces choix. Bon, je vous prie d'agréer la formule. Voilà, c'était une information que je voulais vous donner. Donc, le directeur de la Poste a réagi très vite, puisque hier soir, j'étais avec Marc Perret, le maire de l'Union, et le directeur. Donc, on l'a reçu. Donc, il nous a expliqué qu'en fait, il y avait une baisse de courrier depuis 3 ans. Donc, depuis 3 ans, il y a 15% de moins de courrier. Bon, c'est-à-dire que les gens écrivent moins. Il y a moins de courrier aussi avec la dématérialisation. Donc, ils sont obligés aussi de réorganiser leurs services. Donc, sachez que sur l'Union Saint-Jean, il y a 21 facteurs. Donc, au mois d'avril, ils risquent d'abandonner un poste. Il risque d'y avoir un poste en moins. Ils vont réorganiser aussi la pause méridienne parce qu'en fait, les facteurs, ils travaillaient de 7h à 14h30. Donc, ils ne faisaient pas de pause méridienne. Donc, les médecins du travail s'est penché là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup quand même d'accidents par rapport à cela. Donc, ils vont s'arrêter, ils vont 40 minutes et donc ils vont travailler un peu plus tard l'après-midi. C'est ce qu'il nous a dit. Alors, il nous a dit par contre que les tournées seront assurées, rien ne va changer. Bon, mais je pense quand même que ça va donner plus de travail au 20 au lieu de 21. Mais il nous a dit que les tournées resteront les mêmes, ne pas s'inquiéter, que le courrier sera donné. Par contre, bon, les lettres, vous ne les aurez peut-être pas à 9h du matin, vous les aurez peut-être à 16h, mais bon, que ça ne changerait pas la qualité du courrier. Bon, sachez quand même qu'il y a un mouvement de grève qui se fait samedi matin sur l'Union. Voilà, donc je vais passer quand même les voir pour entendre aussi, parce que bon, j'ai entendu que le directeur, voilà. Donc je vais quand même entendre, parce que Marc Perret avait eu le personnel de la Poste. Mais donc voilà, on va s'associer pour que le service public quand même reste pour nous. Sur le marché aussi, samedi matin? Ah, d'accord, donc ils sont à 9h à l'Union et après ils basculent là? D'accord, parfait. Donc ça, c'était juste une information que je voulais vous donner. Donc il est... Oula. Il est 19h50, donc le conseil municipal, et je clôt la séance du conseil municipal et je vous remercie. Bonne soirée et bon appétit.